Je suis très contente d'être ici avec vous cet après-midi. Merci aux organisatrices et organisateurs du CIST. Je m'appelle Cathy Bazinet. J'ai complété un mémoire de maîtrise en communication en 2019, co-direction de Florence Millerand et Christine Toher de l'UQAM. Je ne suis pas au doctorat présentement, je n'ai pas fermé la porte, mais d'ici là, je poursuis ma réflexion autour de mes intérêts de recherche dans le cadre de mes activités professionnelles. Je pense qu'on peut commencer la présentation. Je vais démarrer mon minuteur aussi de mon côté. Donc, ma présentation va porter aujourd'hui sur le blog autopathographique comme espace de médiation de la communication de la maladie, le cas Charles Gunther. Les dessins que vous voyez présentement à l'écran et que vous allez voir dans mes diapos de présentation sont tous tirés de mon étude de cas. Donc, plan de présentation classique, là, je vais vous parler de ma problématique, de mon cas théorique, de ma méthode, résultats et une brève conclusion. D'abord, qu'est-ce que c'est l'autopathographie? Vous aurez sans doute deviné que ça fait référence à l'autobiographie. Patho, c'est pour pathos, donc maladie. Donc, c'est une autobiographie axée sur la maladie, grosso modo. Est-ce que c'est un genre littéraire nouveau? Pas du tout. Ça plongerait ses racines déjà dès le 16e siècle. Il y a Montaigne qui a écrit sur ses calculs rénaux. Il y a Jean-Jacques Rousseau qui a beaucoup parlé de ses maladies aussi dans ses confessions. Avec le temps, le genre littéraire va évoluer, les formes vont se diversifier aussi, vont se tourner vers la photographie, la bande dessinée, par exemple. Et moi, ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'était de voir comment le web social met maintenant à la disposition des patients des tribunes inédites pour faire circuler leurs récits autopathographiques parce que ça court-circuite le processus d'édition traditionnel. On parle aussi d'un récit et une publication en temps réel de la maladie, ce qui est tout à fait inédit, et la possibilité d'avoir une rétroaction et une interaction avec le lectorat, toujours dans le temps réel de la maladie. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous présenter mon étude de cas. Ça va vous aider à mieux saisir mon objet de recherche. Donc, la jeune femme que vous voyez à l'écran, c'est Lily Sun, celle qui est l'autrice de la bande dessinée Charles Gunther, dont vous voyez l'avatar en haut de l'écran. Donc, Lily Sun, c'est une jeune femme qui a reçu un diagnostic de cancer du sein à l'âge de 29 ans. Elle est née en France, mais elle vivait à Montréal depuis 7 ans au moment du diagnostic. Donc, elle a décidé de créer un blog pour raconter son expérience du cancer sous forme de bande dessinée en 2014, quelques jours seulement après avoir reçu son diagnostic. Et très rapidement, son blog a connu une grande notoriété. D'ailleurs, la photo que vous voyez à l'écran, c'est tirée d'une entrevue qu'elle avait donnée à la radio de Radio-Canada sur sa démarche. Je vous présente Gunther maintenant, qui est le nom qu'elle avait donné à sa tumeur, à son cancer du sein, dont vous voyez en haut à gauche l'imagerie médicale à partir de laquelle elle a dessiné un avatar juste à côté, qui est Gunther. Donc, elle a vraiment personnifié son cancer qui devient un antagoniste dans son récit autopathographique. Je vous ai mis aussi juste en dessous un exemple tiré de sa BD pour vous donner une idée du ton qu'elle employait, son style très coloré, l'humour, puis il y avait vraiment une volonté d'informer dans son blog. Et je voulais également mentionner rapidement que la raison pour laquelle j'ai inclus la page Facebook dans mon étude, c'est qu'elle a désactivé les commentaires sur son blog pour les gérer uniquement sur sa page Facebook. Mais ça, je vais y revenir un peu plus loin dans la présentation. Alors, pourquoi parler de sa maladie en ligne quand, comme patiente, on doit mobiliser déjà toute son énergie pour y faire face, pour la combattre? Ce qui est beaucoup ressorti dans ma revue littérature, dans la problématique, c'est que ça constituait pour les patients d'abord un gain de temps et d'énergie, peu importe les plateformes du web social qui étaient mobilisées. Particulièrement au moment du diagnostic, on doit le dire à plusieurs personnes, avec une charge émotive importante, des fois qui est difficile à gérer pour le patient. Donc, ils voyaient dans le web social une façon d'informer tout le réseau en même temps, au moment plutôt qui leur convenait de leur état de santé. Évidemment, il y avait une forme de soutien social aussi qui était recherchée dans la mobilisation du web pour partager le récit de la maladie ou avoir accès à d'autres récits
de maladie, par exemple, il y avait une forme d'empowerment. Si on a accès au savoir expérientiel de d'autres patients, ils ont développé des stratégies au quotidien pour gérer leur maladie. Donc ça, c'était très apprécié des patients qui consultaient le web social. Il y avait une volonté aussi de rendre son récit utile à d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves. Donc, je vous ai mis une image à l'écran, je trouvais qu'elle était très éloquente à cet égard, où Lily, dès le début de son blog, va se présenter comme un reporter qui est envoyé au front pour couvrir, dans le fond, le combat contre le cancer. Fait que déjà, il y a l'idée, une approche un peu journalistique, je vais informer, je vais rendre mon récit utile pour les gens qui vont me lire. Pour mes questions de recherche, bien, rapidement, aujourd'hui, je vais me concentrer là, sur les deux questions que vous voyez en gras là, sur la diapo. Donc, documenter du point de vue de l'auteur l'expérience de production et diffusion d'un récit de maladie en ligne, puis mieux cerner le rôle exercé par les plateformes du blog et de Facebook là, dans la production et la diffusion du récit autopathographique. Dans mon cadre théorique, j'ai d'abord mobilisé la sociologie des usages. Grosso modo, elle s'intéresse à la médiation entre l'usager et le dispositif technique. Le dispositif technique va regrouper une série d'affordances. Dans le fond, c'est juste les possibilités puis les contraintes techniques que l'usager avec lesquelles il doit composer quand il utilise le dispositif. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la sociologie des usages considère que l'usager plutôt n'est pas passif dans l'utilisation du dispositif, donc il va vraiment s'approprier ces outils-là, ces fonctionnalités dans son quotidien pour répondre à ses besoins. J'ai aussi mobilisé l'identité narrative de Ricoeur, qui en gros présente l'identité comme étant une notion qui repose sur le socle de deux notions complémentaires, soit la mêmeté et l'ipséité. La mêmeté, c'est des caractéristiques que j'ai chez moi et qui sont potentiellement présentes chez d'autres personnes. Et l'ipséité, c'est des caractéristiques que je m'attribue comme étant vraiment spécifiques. Donc, qui vont faire en sorte que j'ai le sentiment d'être moi-même. Les deux pôles de l'identité sont reliés entre eux par le récit qui va donner de l'unité aux événements de la vie de la personne. Donc, il y a une forme de narration, d'où l'identité narrative. Ce récit-là va être considéré par la personne comme étant celui de sa vie. Donc, dans un contexte de maladie, le récit autopathographique permettrait, dans le fond, de réconcilier ou d'intégrer des altérations ou des blessures du soi qui sont liées à l'expérience de la maladie, de sa condition de santé. En ce qui concerne la méthode, donc c'est une étude de cas, j'ai mis une brève définition de Yin. Je voulais simplement, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais je voulais simplement souligner qu'un des reproches qu'on fait souvent à l'étude de cas, c'est son manque de représentativité ou de généralisation des résultats. Mais ce n'était vraiment pas mon objectif au départ, c'était d'explorer un phénomène nouveau et précis. Donc, triangulation des données pour mon étude de cas, observation non participante du blog et de la page Facebook. J'ai aussi réalisé 2 entrevues semi-dirigées sur Trace avec Lillison. Ici, sur Trace, ça indique simplement que j'ai mobilisé dans le cadre des entrevues des documents numériques, exemple, capture d'écran, de commentaires que les gens avaient fait sur sa BD ou des extraits spécifiques de sa BD, de sorte que ça me permettait d'interroger sa réflexivité en me basant pas uniquement sur sa mémoire. J'ai aussi utilisé un carnet ethnographique détaillé, des notes descriptives, analytiques, beaucoup d'allers-retours entre le terrain et le début de mon analyse, là, donc vraiment une approche de théorisation ancrée. Les résultats maintenant, ce qui est ressorti de mon étude, c'est que le blog autopathographique, donc le récit autopathographique est un espace de médiation, de communication de la maladie, principalement auprès de 3 publics là, que je vais vous présenter plus en détail, soit les proches, les soignants et le lectorat. Donc, d'abord, avec les proches, il s'est avéré que ce que j'avais identifié dans la revue littérature était le cas aussi pour Lily. C'était un outil de gestion de crise au moment du diagnostic. Donc, au lieu de répéter toujours à chaque personne ce qu'elle est en train de vivre, bien, ça lui permettait, c'est une stratégie de communication, en fait, pour faciliter la circulation d'informations sur sa maladie auprès de ses proches. Même s'ils étaient un peu étonnés au départ de sa démarche, ça a été généralement bien reçu. Et comme elle ne voulait pas gérer les commentaires à plusieurs endroits, sur plusieurs plateformes, elle a désactivé
donc sur le blog, la fonction commentaire, et elle a créé une page Facebook où elle republiait systématiquement chacun des épisodes et invitait les gens à faire leurs commentaires sur son fil Facebook. Pour elle, c'était plus facile à gérer. Donc, elle a vraiment configuré ces plateformes-là pour que ça réponde à ses besoins. Donc, parlant de configuration, ça a aussi reconfiguré ses relations avec ses proches. Là, vous voyez à l'écran quelques images tirées de sa BD où elle dessine ses amis. On voit son copain aussi dans l'image du téléphone. Donc, ça introduit des nouvelles relations avec son entourage, le récit autopathographique. On en a identifié 4 dans le cadre des entrevues avec elle. Donc, elle me disait que c'était une façon pour son entourage parfois d'aborder, on parlait du récit, mais on ne parlait pas du cancer. Donc, c'était une façon détournée de pouvoir parler de ce qu'elle vivait sans l'aborder de front. Aussi, pour son cercle plus rapproché, ça constitue une porte d'entrée. Donc, on lui demandait, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que tu l'as vécu, comme tu le racontes dans la BD? Donc, ça lui permettait d'aller plus loin pour explorer ou approfondir là, certains sujets avec ses proches. Il y a aussi le caractère public et la notoriété qui est associée à son blog qui a fait que ça a été connu de son entourage élargi. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des gens qui n'étaient pas nécessairement proches d'elle au moment de la maladie, du diagnostic, mais qui se sont manifestés pendant la publication là, de son blog pour lui offrir du soutien. Et toutes ces personnes-là avaient en commun d'avoir vécu des choses difficiles dans la vie qui n'étaient pas nécessairement la maladie, mais elles se sentaient assez outillées parce qu'elles avaient vécu, traversé ces épreuves-là pour lui offrir du soutien. Et c'est ce que Arthur Frank appelle Brotherhood of Pain, que j'ai traduit librement par Fraternité de la souffrance. Et ça, pour Lily, c'est très clair que si elle n'avait pas emprunté cette démarche-là, elle n'avait pas fait cette démarche-là, elle n'aurait jamais eu accès à ce soutien, dans le fond, d'un réseau élargi. Bon, il y a aussi des gens qui n'ont jamais parlé ni de son récit, ni de son expérience de la maladie, donc qui ont gardé le silence et qui ont pris leur distance. Maintenant, l'espace de médiation avec les soignants, comme vous pouvez le voir à l'instar des proches, ils sont aussi intégrés dans le récit. Là, vous voyez quelques images à l'écran. Ils sont intégrés à la démarche de plusieurs manières, comme personnages, comme source d'information et aussi comme source de validation des contenus médicaux qui vont être transmis par le biais du blog Charles Gunther. Et là aussi, la notoriété a joué un rôle parce que là, il y a des soignants qui ont commencé à savoir, un, qui était dans le récit ou c'était possible qu'ils soient intégrés au récit. Donc, ça a changé évidemment un peu la relation avec certains soignants compte tenu que son blog avait une notoriété. Pour elle, ce qu'elle a identifié comme impact concrètement, c'est qu'elle a remarqué que ça lui avait octroyé certains privilèges, comme une écoute plus attentive, des soins plus attentionnés. Puis dans sa compréhension à elle, elle attribuait ça au fait que les soignants avaient l'impression que s'ils prenaient plus de temps pour lui expliquer ce qui lui arrivait ou des traitements, etc., elle allait en parler dans son blog et par la bande, elle allait rejoindre un large auditoire. Donc, il voyait ça comme une activité de communication aussi à travers le blog de Lily. Mais c'est sûr qu'au niveau personnel, ça lui a donné un certain pouvoir augmenté là, au sein de sa relation soignant-soigné, plus d'empowerment aussi dans son parcours de soins dans le réseau de la santé. Et je voulais aussi attirer votre attention sur un élément que j'ai trouvé très intéressant parce que dans certains épisodes de la bande dessinée, la collaboration est allée un petit peu plus loin. Il y a eu une co-construction de l'information médicale. Je vous ai mis à l'écran là, un exemple de carnet qu'elle traînait avec elle où elle commençait déjà à scénariser son récit autopathographique à partir des matériaux médicaux qu'on lui transmettait via les soignants et autres spécialistes de son parcours de soins. Et là, je vous ai mis aussi quelques exemples de comment ça pouvait se manifester, comment ça pouvait se traduire dans la BD. Donc, ça peut être des façons de présenter différents tests, la scintigraphie, la biopsie, de démystifier aussi la reconstruction mammaire, d'expliquer un peu toute la question génétique là, de la mutation du BRCA. Puis là, on voit ses parents qu'elle a fait tester pour voir si elle en était porteuse elle aussi. Donc, ça, c'est un des éléments de la communication avec les soignants qui a percolé dans le récit autopathographique. La médiation avec le lectorat, maintenant, évidemment, comme elle publiait sur la page Facebook ses épisodes, puis il y a eu
grande médiatisation de sa BD. Il y a beaucoup de gens qui ne faisaient pas partie de son réseau, des inconnus qui ont commencé à la suivre puis à commenter ses épisodes. Même si elle parlait de la maladie, Lily, dès le départ, elle avait le souci de mettre en exergue les aspects les plus positifs ou d'utiliser l'humour pour alléger le propos. Donc, dès le départ, elle a donné le ton un peu avec son récit sur également les commentaires qui étaient bienvenus puis qui étaient attendus sur sa BD. Donc, ça, il y a déjà des règles à médiation qu'elle a mis en place qui ont été assez bien respectées là, dans l'ensemble du processus. Il y a une des choses qui l'a un petit peu contrariée, disons, qui est ressortie dans les entrevues, c'est que les gens lui écrivaient pour lui faire part de ses fautes d'orthographe, ce qui lui déplaisait beaucoup parce que puis il s'offrait aussi pour réviser ses textes avant qu'elle les publie. Ça la dérangeait beaucoup parce que pour elle, c'était très important l'idée de la simultanéité là, entre son expérience, la production du récit puis sa diffusion sur son blog et sur Facebook parce qu'elle était très proche, dans le fond, de l'oralité de la conversation. Elle était très attachée à cette modalité-là. Donc, ça, elle a fait fi là, de cette offre que le lectorat lui faisait. Sinon, je voulais aussi présenter un exemple concret de l'impact qu'a pu avoir sur son expérience de la maladie, dans le fond, cet espace de médiation de communication avec le lectorat. Il y a un moment où elle était en traitement de chimio, où elle a commencé à avoir des problèmes de mémoire, de concentration. Puis elle avait l'impression qu'elle était en train de perdre un peu son intelligence. Vous voyez comment elle le verbalisait à l'écran. Elle dit « La chimio mange mes neurones ». Et quand elle a publié cette BD-là, il y a des membres de la page Facebook, donc de son lectorat, qui avaient déjà, des personnes qui avaient déjà subi de la chimio, qui lui ont dit « Mais non, t'en fais pas, ça s'appelle le brouillard de la chimio, c'est pas grave, il existe des médicaments, des exercices, parle-en à tes soignants, t'en fais pas, après, quand ça va être terminé, tu vas retrouver là, tes facultés intellectuelles. » Ce qu'elle me disait, c'est qu'effectivement, ça avait été utile pour elle parce qu'après, elle avait interpellé là, ses soignants, puis ils avaient trouvé là, une stratégie qui lui convenait. Dernier élément, elle a trouvé du soutien social aussi plus personnalisé en ligne. On lui avait proposé d'assister à des groupes de soutien en personne, mais il y avait une grande disparité là, dans les types de cancers, puis les âges aussi là, des personnes qui participaient au groupe. Donc, ce qui lui avait particulièrement plu de son expérience avec la page Facebook, c'est qu'elle pouvait obtenir un soutien social qu'elle pouvait moduler selon le temps, l'énergie dont elle disposait, puis son intérêt aussi à discuter plus particulièrement avec certaines personnes. Alors, en conclusion, le blog autopathographique a été une forme d'une stratégie de gestion de la maladie à l'extérieur du champ médical. Comme je viens de le mentionner, il y a plusieurs générations, les plus jeunes, qui ne se reconnaissent pas toujours dans les stratégies de soutien actuelles ou dans la documentation aussi qui leur est remise, puis ils vont se tourner naturellement, comme c'est déjà un lieu de socialisation, le web social. Donc, ils vont déjà mobiliser ces outils-là, même dans un contexte de maladie. Dans le cas de Lily, son expérience de récit autopathographique s'est inscrite dans un projet de vie à long terme. Elle a fait de la bande dessinée orientée sur la vulgarisation en santé, son nouveau métier. Là. Vous voyez d'ailleurs à droite, ça c'est la page couverture d'un guide qu'elle a produit après l'expérience de son blog avec un chercheur. Elle est devenue aussi YouTubeuse pour la chaîne YouTube de l'Institut Marie Curie. Ce qui m'amène, dans le fond, à conclure avec une idée, une piste là, pour des futures recherches sur l'impact de la professionnalisation des patients qui mobilisent le web social pour communiquer sur la maladie. Puis souvent, ils ont des auditoires qui sont plus importants, plus engagés que celles des organisations ou des institutions en santé. Ils deviennent, entre guillemets, des influenceurs santé. Je pense qu'on aurait tout à fait intérêt à explorer, étudier et mieux comprendre ce nouveau phénomène.